J'ai vécu dans un milieu où l'enfant comptait peu. Donc c'était la discipline, c'était je ne veux voir qu'une tête, ça dit bien tout ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'on devait s'aligner. Donc il y avait une notion de normalité, de norme en tout cas, pour qu'on puisse suivre une scolarité sans ennui. C'est un espèce de malaise dans l'enseignement qui fait qu'on essaye toujours de faire bouger les lignes, de faire bouger l'univers par des plans, ou je sais pas comment, enfin moi je connais pas le vocabulaire exact, mais ce sont des plans, des mesures. Donc l'école de la réussite, il y a eu, enfin bon voilà, je vais pas toutes les citer. Et donc là, il y a un volet enseignement qui n'est plus très adapté, mais qu'on essaie d'adapter, mais qu'on n'adapte pas au monde actuel. Ça, c'est le premier pôle. Le deuxième pôle, ce sont les gens, d'une manière générale, l'opinion publique qui dit mais cette phrase que j'ai mis en exergue en titre, c'est « c'était mieux avant ». Il y a des gens qui pensent que c'était mieux avant. Et moi, dans un troisième temps, réunissant les deux, je me suis posé la question. Et là, je suis venu avec mes souvenirs à moi pour poser le décor de est-ce que c'était mieux avant? Est-ce que ce n'était pas mieux avant? Et j'ai découvert que l'école de mon enfance, je ne vais pas déflorer, je ne vais pas spoiler, mais elle était évidemment pas beaucoup meilleure qu'avant. Et donc, je veux dresser un portrait de cette école d'avant pour montrer qu'en fait, l'école, je ne vais pas aller jusqu'au bout de ma réflexion, mais l'école est le reflet d'une société. Et ça, c'est le sociologue qui parle, ou le journaliste, je ne sais pas trop. C'est le reflet d'une société et qu'à chaque époque, correspond une société, à chaque société correspond une école et une enfance, puisque moi je n'ai pas eu la même enfance que les enfants d'aujourd'hui. Et je pose des constats très concrets, parce que l'enfance, c'est ça. Si j'étais né il y a 10 ou 20 ans et j'avais eu dans mes mains un smartphone en utilisation, est-ce que j'aurais été différent des enfants d'aujourd'hui? Et je pense que non, réellement, l'enfant agit en fonction des données qui sont les siennes de son époque. Et donc voilà, je pense que c'est ça que j'essaye de mettre au départ sur la table. Évidemment, l'arme essentielle que j'utilise, vous l'aurez deviné, c'est le rire. Et donc, dans la nostalgie et le rire, il y a des éléments qui montrent que, en fait, l'école, c'est un cadre qui évolue et qu'on ne peut pas changer cette évolution. Chacun est marqué par sa scolarité. Donc, chacun a un vécu propre qui est en fonction de l'établissement, mais aussi de sa personnalité, de son environnement familial, enfin de plein de facteurs. Et donc, je pense que la base de tout, c'est chacun a besoin de se retrouver dans sa scolarité, d'avoir le reflet de ce qu'il a vécu pour peut-être imaginer ce qui serait bien aujourd'hui, ce qui serait une bonne scolarité pour ses enfants, ses petits-enfants, etc. Mais j'ai eu énormément de retours de gens qui me racontaient leur expérience, même en signature, en dédicace. J'en ai fait déjà quelques séances et je continue au moins jusqu'à la foire du livre. Donc, j'ai vraiment ressenti que les gens avaient besoin de... s'exprimer spontanément. Je ne suis pas sûr que c'était un besoin, mais ils avaient envie de me raconter les anecdotes. Et chacune des 50 anecdotes que je raconte là-dedans éveille quelque chose chez les gens. Je parle, je sais pas, de la QT, tout le monde dit, ah oui, c'est vrai, la QT. Voilà. Le principe de la QT, enfin, ma QT, c'est qu'il y avait toujours 2 infirmières qui débarquaient en classe. Il y avait une petite fluette, je l'ai décrite de manière plus imagée dans la chronique, et plutôt une dame costaude, et on se mettait toujours en 2 files devant les dames, et forcément, la dame plutôt costaude, qui avait moins bonne presse dans la classe, en tout cas qui faisait plus peur, avait moins d'enfants dans sa file, et l'autre file, on était très nombreux. Et moi, on se faisait rappeler à l'ordre, on devait se mettre en file équilibrée. Et moi, j'ai fait une petite bêtise, c'est que quand dans l'enthousiasme, peut-être l'énervement et la crainte que j'avais en moi, en arrivant devant elle, il y a l'empoté qui était devant moi, qui a tendu le bras, je sais pas, le bras droit ou le bras gauche, enfin, qui a tendu le mauvais bras. Et donc, il s'est fait engueuler et on a eu toutes les personnes, enfin, les suivants, on a eu une belle grosse griffe de tortionnaires qui auraient
appelée une mesure de la Cour européenne des droits de l'homme aujourd'hui, mais qui là a été passée sous silence dans le contexte scolaire, celui de l'époque. On crée des petits flashs, des petits moments, et à chaque fois, l'important pour moi, c'est que ce soit un moment drôle, parce que le rire, c'est la base. Ma crédibilité vient du rire, puisqu'on s'amuse. Et dans un deuxième temps, comme tu l'as dit, on réfléchit seulement après, mais on profite du moment de lecture avec plaisir, sans se dire c'est philosophique, c'est sociologique et tout ça. Donc voilà, c'est ce que j'ai voulu faire. Et je pense qu'un récit suivi n'aurait pas eu la dynamique, la même énergie qu'un récit en chronique. Comment est-ce que les jeunes prennent ceci en disant mais finalement, il y a des choses un peu plus solennelles, entre guillemets, qu'on a peut-être perdues. Il y a le pôle genre, c'est de la préhistoire, l'air de dire, est-ce que c'est dingue que ça existait, ça, cette manière, cette discipline, cette manière d'être, entre guillemets, soumis, aussi bien enfants que parents, parce que les parents étaient très, très soumis à l'autorité de l'instituteur ou du monsieur le directeur, ou de madame la directrice. Et puis, il y a un autre pôle où on a l'impression qu'ils se rendent compte qu'on avait finalement, sur certains plans, plus de liberté qu'eux, plus de créativité, plus de capacité de s'inventer des mondes. Quand je décris certains jeux de cours de récré, tout ça, on se rend compte que finalement, nous, on se crée notre liberté dans je vais dire, pas semi-carcéral, mais je vais aller jusque-là. En tout cas, comme on disait à l'époque, sévère mais juste, mais c'est surtout sévère et pas juste. Donc, on a l'impression que ce côté sévère nous ouvrait des portes de... Ben c'est comme en prison, l'inventivité des détenus, à la fois pour s'évader, mais pour trouver des trucs, pour faire passer des choses, elle est immense. Et pourtant, ils sont très, très... dans un milieu très coercitif. Et donc voilà, je pense qu'il y a les deux pôles. On est content d'être plus jeune et de ne pas avoir vécu ces proclamations de prix qui étaient vraiment très, très humiliantes pour certains enfants. Il ne faut pas l'oublier, parce que le premier et le primé, c'était tant mieux. Et puis les autres qui étaient derrière, ils devaient un peu faire profil bas, pardon. Et donc, il y a ce côté-là. Et puis, il y a un côté... très sympa où on jouait avec un bâton et 2 morceaux de bois, et on savait faire un jeu ou un ballon. On faisait un peu un ballon avec n'importe quoi, avec je sais pas, un linge, enfin un sweatshirt on louait les manches et tout ça, et on en faisait un ballon. Donc, je sais pas, peut-être que ça se fait encore, hein, je n'imagine pas qu'ils puissent pas encore faire ça, mais voilà, on avait cette simplicité et cette capacité de fuir l'autorité, parce qu'on devait la fuir et ils ne doivent plus la fuir autant que nous. À qui s'adresse prioritairement ce livre ? Pas mal d'enseignants qui ont dû recevoir ce livre comme cadeau, parce que c'est un livre qui parle vraiment du vivant de l'enseignement, et je pense que les enseignants, on n'imagine pas assez le profond malaise qu'ils doivent vivre en tant qu'enseignants aujourd'hui, tous les défis auxquels ils sont confrontés. Et on dit très souvent maintenant, c'est à l'école à faire ça, c'est à l'école à faire ça, l'école doit dire l'enseignant. Et finalement, je pense qu'il faut rééquilibrer. À l'époque, les parents portaient tout le poids, il fallait que les parents se conforment à l'enseignement. Et maintenant, on a un peu renversé trop fort le balancier. Et je pense que l'idéal, c'est qu'il y ait parents, enseignants et élèves, bien sûr, qui doivent se mettre ensemble pour arriver à créer un monde qui soit à la fois moins violent, parce que je trouve que l'école est devenue un monde très violent maintenant, aussi bien la violence physique, mais la pression qu'il y a sur les enfants. Je pense notamment comment on appelle, au CEB, voilà. Au CEB, c'est quand même un petit examen, c'est pas énorme. Il y a des scores de réussite qui sont extrêmement élevés. Et on en fait une espèce d'affaire d'État, on fait des répétitions, on met un stress de dingue sur ces gosses, alors que moi j'ai un fils qui est déjà plus âgé, mais qui a vécu cette épreuve, et qui m'a dit c'était facile, et il faut faire passer ce truc. Si tu as une capacité moyenne, ça doit être une espèce de rite de passage, je dirais, scolaire, mais ça doit être quelque chose de pas stressant, de pas violent. Et donc, on met énormément de pression sur l'enfant, on met énormément de pression sur les enseignants. Et je dis, le principe, les directions aussi sont sous pression avec l'administration. Donc voilà, je pense qu'il faut arrêter de mettre ces pressions. Ça doit être un lieu de vie où on partage et on apprend à apprendre. Moi, je pense, en tout cas, ce livre, il est vraiment basé sur l'école primaire. J'ai arrêté à 12 ans. Oui.
Mais le principe, c'est vraiment, moi je pense que le seul élément important en scolarité primaire, c'est d'apprendre à apprendre, d'apprendre à aimer apprendre. Et pour aimer apprendre, il faut arriver, je suis désolé d'être un peu sérieux par rapport à ce que j'ai écrit, mais aimer apprendre, ça s'apprend, je dirais. Il y a quelque chose de... Il faut mettre du bonheur dans les classes et dans tous les lieux de vie, évidemment. Karim de Bruxelles, il nous dit « Mes parents me disaient, toi au moins, tu peux parler à tes profs, alors que eux devaient juste se taire. Le vrai progrès, est-ce que c'est pas que la parole de l'enfant compte plus qu'avant ?» Tu en penses quoi, Dominique ? Je suis tout à fait d'accord, la parole de l'enfant compte beaucoup plus qu'avant. Je suis même étonné parce que je pense qu'on a poussé parfois un peu le curseur un peu trop loin dans ce sens-là, où moi, j'ai déjà vu dans l'actualité, j'ai déjà eu vent d'anecdotes sur des agressions de professeurs, des enfants qui... Aujourd'hui, un enfant qui oublie son sac de gymnastique ou de piscine à l'école, les parents le ramènent. Alors que moi j'ai eu un fils mon fils a oublié une fois son sac de piscine, je suis pas venu lui ramener et la fois après, il n'a plus oublié son sac de piscine. Enfin, voilà, donc il y a quand même une espèce de glissement vers. On est quand même dans des cycles où l'importance de l'enfant est devenue surdimensionné, notamment on parle des enfants rois, des enfants tyrans et tout ça, on y est très fort. Il y a des enfants de troisième maternelle qui sont déjà, qui agressent déjà leurs parents, qui les frappent physiquement, etc. Je n'ai jamais entendu parler de ça à l'époque, mais c'était l'inverse. J'ai eu des copains de classe qui recevaient des belles fessées, des bols branlés quand ils rentraient avec un bulletin qui ne correspondait pas à l'attente de leurs parents. Est-ce qu'on ne diabolise pas aussi un peu trop l'ancienne école, nous dit Thomas de Liège? Sans cette rigueur, certains n'auraient peut-être jamais atteint leur ascenseur social. Trop sévère? Pas assez sévère? Sévère différemment? Ouais, c'est toujours une question de dosage, évidemment. L'ascenseur social, moi, je l'ai vraiment vécu par ma scolarité, je ne venais pas d'un haut milieu de haut vol, donc moi, l'enseignement, enfin, en tout cas, le côté études m'a servi d'ascenseur, entre guillemets, même si je ne suis pas arrivé qu'au deuxième étage, mais ascenseur social. Et donc, oui, on n'en est pas mort, je peux être d'accord, on n'en est pas mort, je ne suis pas mort, mais je pense que l'idée, ce n'est pas de ne pas en mourir, c'est surtout de vivre une scolarité qui épanouit et pas une scolarité qui met des bâtons là où on peut mettre des carottes. Voilà, c'est un peu ça que je dirais en utilisant une image. Il y avait quand même une sévérité différente. Moi, j'étais gaucher à la base. Donc voilà, dans ma formation, j'étais gaucher. Et je suis arrivé à l'école, malheureusement pour moi, tout le monde devait être droitier. Et donc j'ai vécu mon apprentissage de l'écriture, et je pense que sur le chat, si les gens réagissent, ils vont pouvoir, il y a des personnes qui vont dire j'ai vécu ça aussi. Moi, j'ai vécu une partie de ma scolarité, l'apprentissage de l'écriture, où soit on me nouait le bras comme ça avec une écharpe, soit on me mettait le bras derrière le dossier de mon banc, parce que je devais apprendre à écrire à cette main-là. Ça, c'est par exemple, je ne pense pas me tromper, je pense que c'est quelque chose qui n'existe plus. On a franchi ce pas. Mais les gens de ma génération ont été obligés de se conformer à ce tour à droite. Nos parents étaient... Moi, mon père, en tout cas, c'était aussi bien mon père que ma mère, d'ailleurs, ils étaient un peu dans une double position, c'est qu'ils étaient très solidaires avec moi, donc ils avaient certainement envie que je puisse travailler avec ma main gauche, mais il y avait le rôle supérieur de l'instituteur qui avait toujours raison. Donc, je suis dans une génération, généralement, où quand l'instituteur disait quelque chose, les parents disaient que l'instituteur avait raison. Donc, ouais, ce qui n'est plus le cas maintenant. Hein. Et Eshka Chronique demande, est-ce qu'il y avait quand même davantage de respect avant? Je dirais oui, a priori, mais c'est un respect qui n'était pas uniquement spontané, c'était aussi un respect un peu... La discipline étant ce qu'elle était, il y avait une notion de respect qui accompagnait la discipline. Donc on était obligé de se conformer à certaines directives et on les respectait. Moi, j'ai une anecdote sur ce sujet, j'en parle dans le livre.
à l'époque, et je pense que ça existe encore, je suis certain que ça existe encore, il y avait la surveillante, à l'époque on disait surveillante, maintenant ce sont les éducateurs, qui surveillaient les récrits, qui quand on faisait une bêtise, nous condamnaient, enfin nous infligeaient la punition de faire des tours de cours. Et moi, je me souviens que je raconte dans le livre que je faisais mes tours de cours, j'étais genre, tu me feras 10 tours de cours, et je faisais mes tours de cours, et la sonnerie de rentrer dans la classe a retenti, et j'ai eu un débat de conscience, pour montrer le respect, le débat de conscience d'arrêter de faire mes tours de cours alors que je n'avais pas fini mes 10 tours parce que je n'avais pas eu le temps de les faire. Et c'est insensé qu'on ait ce sentiment. Aujourd'hui, ça paraît débile d'avoir cette idée-là, de dire il m'a infligé 10 tours de cours, je vais les faire. Non, on sort. Mais donc, si c'est ça le respect, mais je pense que le respect dépasse cette notion de respecter la discipline. Mais je pense, en tout cas, l'instituteur était très respecté. Nous, on baissait les yeux. Enfin voilà, on se conformait à tout ce qu'on disait, et on n'avait pas l'idée de ouvertement toutes les bêtises qu'on les faisait, on les faisait en cachette. Donc, ce qui stimulait notre créativité, parce que ce n'était pas toujours très bien de stimuler cette créativité-là, mais le respect était obligatoire, et on n'avait même pas l'imagination qu'on pouvait ne pas respecter. Donc, c'était ça le respect à l'époque. Commentaire d'Isabelle, on reproche souvent aux profs actuels de ne plus être des figures d'autorité comme avant, mais à l'époque, ils avaient le droit à des méthodes que personne n'accepterait aujourd'hui. Est-ce qu'on l'oublie pas un petit peu ça aussi ? Demande Isabelle. Oui, non, mais c'est évident. Il y a des choses qui ne sont plus tolérables ni tolérées, et c'est tant mieux. À la fois, je vais sortir du domaine de la discipline, mais rien que dans le regard. Moi, j'ai vécu une scolarité où il y avait beaucoup de regards, je dirais, social sur les enfants. C'est-à-dire que celui qui était né de parents qui apportaient des beaux gros cadeaux à l'institutrice ou à l'instituteur était bien vu. Celui qui était... j'ai une anecdote avec le cours de chant où on était classé par catégorie, je ne dévoile pas plus que ça, mais la haute catégorie, c'était des enfants, le fils du pharmacien, le fils du kinésithérapeute, c'était ça. Et nous, les fils de petites gens, on devait rentrer dans le rang, se mettre, être un peu transparent. Je pense que le passé est à la fois une bonne source pour imaginer le présent, mais il ne faut pas vouloir à chaque fois reconstituer le passé. Il y a des débats qui sont stériles à ce niveau-là. Oui, non. Ils permettent d'apprendre le futur, surtout. D'apprendre le futur, bien sûr, au-delà, mais moi, je suis plus terre à terre, je m'ancre dans le présent. Je pense d'abord aux enfants de maintenant avant de penser au futur, même si il y en aura toujours, puisque tout le monde passe par l'école un jour, donc il y aura toujours des enfants, enfin en tout cas en Belgique, il y aura toujours des enfants qui vont succéder aux enfants, et donc c'est de leur faire une école qui est adaptée à eux, mais sans tomber ni dans la complaisance, ni dans le côté rétrograde, ni dans le retour à la sévérité et des choses qui n'épanouissent pas l'enfant.